Durant ces 24 heures, nous allons traverser 24 villes du monde. Monsieur le consul, justement, sur les secteurs porteurs, Ce qui fonctionne bien, c'est les stratégies industrielles, les stratégies de filière. Ça prouve que les Français ont le sens de l'entreprise. Des entrepreneurs français d'étrangers, c'est-à-dire des gens qui se sont en fait installés dans ces pays. Il est 9 h, bonjour à tous, c'est parti pour 24h24 émissions consacrées à l'expatriation dans 24 villes du monde. Nous parlerons cette année du Cap, de Téhéran, de Zurich, d'Agadir, de Bucarest, d'Alger ou encore d'Ottawa. Un tour du monde jusqu'à demain soir, 22 h. Et pour lancer officiellement ces 24 heures chrono de l'international, nous recevons aujourd'hui en plateau le secrétaire d'État français en charge du commerce international, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Bonjour Mathias Fekl. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés également Arnaud Vessier, vous êtes président de CCI France International, les chambres de commerce et d'industrie implantées en l'occurrence dans 85 pays. Alain Martéjac, bonjour, président du comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. Christophe Bouchard, vous êtes le directeur de l'AEFE, Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, un réseau présent en l'occurrence dans 137 villes. Et sur ce plateau à côté de moi également, un homme heureux, en tout cas dans quelques minutes, le lauréat du trophée de la performance export, Franck Zal. Bonjour, vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle Emarina, une entreprise de biotechnologie. Vous avez développé un matériau naturel très utilisé dans le domaine médical et vous aurez la chance de recevoir votre trophée dans quelques minutes, mais nous reviendrons évidemment sur votre aventure et votre expérience au cours de cette émission. Mais d'abord, Mathias Fekl, on va démarrer sur une note d'optimisme. On va parler plutôt de 2017 à propos de la balance commerciale avant d'évoquer 2016. Les prévisions pour 2017 sont plutôt bonnes, en tout cas selon l'INSEE. Oui, alors sur les prévisions, il faut toujours faire attention. Ce qu'on constate, c'est d'abord depuis 2011 une amélioration constante de la situation de notre commerce extérieur, avec une part importante qui vient de l'évolution des prix de l'énergie et du cours de l'euro, il faut être très honnête là-dessus, mais une part aussi qui vient de l'amélioration de la compétitivité, l'augmentation du nombre d'entreprises qui exportent. 117 000 entreprises exportatrices en 2011, 125 000 en 2015, c'est les derniers chiffres disponibles. Ça, c'est très important. Et vous savez que tout au long des dernières années, j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie à développer et à accompagner les PME à l'export, avec beaucoup de gens, dont certains sont ici présents, pour faire simple et faire en sorte qu'on ait ce qui manque en France, ce tissu de PME exportatrices. Ça augmente, ça va dans le bon sens. On a encore du retard sur l'Italie, sans parler de l'Allemagne. Mais pour une économie, c'est une force, ça, d'avoir sur le terrain, dans nos régions, des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire qui exportent, innovent. Ça, c'est des choses formidables et il faut les soutenir. On a mis beaucoup de moyens là-dessus. Mais on va évoquer les mesures que vous avez prises pour effectivement aider les PME à l'international. Mais d'abord, le bilan 2016, il est quand même en demi-teinte parce que vous dites qu'effectivement, la balance, le déficit commercial se réduit depuis quelques années. En l'occurrence, il s'est à nouveau creusé en 2016. Oui, absolument. Et y compris une partie des choses qui sont conjoncturelles. Il y a eu des décalages de commandes dans l'aéronautique. Bon, donc on analysera ça précisément au début février quand les chiffres tomberont. Mais l'année 2016 sera une année moins bonne que les années précédentes. Pour quel facteur, selon vous? Je vous dis une partie qui est conjoncturelle, une partie qui vient aussi du ralentissement de la croissance dans les grands pays émergents, qui tire la croissance mondiale, et la croissance du commerce mondial elle-même se ralentit, donc il y a un contexte aussi qui est différent. Et puis il faut maintenir les réformes structurelles dans notre économie, et en particulier le focus sur les PME exportatrices. Alors effectivement, vous parlez des 120 000 en gros PME exportatrices. 125 000 en 2015, c'est les derniers chiffres disponibles. Très bien. Entreprise française qui effectivement est un chiffre très inférieur à nos voisins les plus proches, les voisins de la France. Pour autant, quelles sont les mesures que vous avez prises pour les aider à s'exporter? On les a prises ensemble et moi j'ai essayé de construire ces mesures avec les acteurs de terrain. Il ne s'agit pas de décréter les choses mais de voir ce dont on a besoin. C'est d'abord la simplification, guichet unique douanier pour les entreprises qui est très apprécié. On nous fait des retours sur le terrain là-dessus vraiment tous les jours. C'est l'augmentation du nombre de VIE. Et je sais que dans les 24 heures chrono, c'est important aussi, les volontaires internationaux en entreprise. On en est où sur ce plan? Alors on est dans la montée en puissance, il doit y en avoir 10 000
à la fin de cette année, pardon, Ouais. à la fin de l'année En 2017. 2017. Donc on est en train d'atteindre cet objectif-là. Il y en avait 8000 en 2014 lorsque j'ai été nommé. Donc pour les jeunes, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi pour les entreprises, c'est important aussi? Oui, parce que ça leur permet d'avoir une main-d'œuvre jeune, dynamique, enthousiaste, de la former par ailleurs, mais de bénéficier de compétences linguistiques et puis d'une très grande énergie pour aller chercher des contrats, aller chercher des opportunités. On a travaillé avec les régions, on a mis en place un système de parrainage avec les conseillers du commerce extérieur de la France qui mettent à disposition leur expertise de terrain. Les chambres à l'international se sont beaucoup impliquées avec Business France, l'agence internationale, pour faire l'accompagnement. On a mis vraiment des indicateurs précis aussi pour évaluer. Donc tout cela mis bout à bout fait que les choses s'améliorent, surtout que c'était aussi en cohérence avec la stratégie qui a été menée en interne sur les filières industrielles. Et on doit projeter à l'international ces filières industrielles d'excellence, c'est vrai dans l'aéronautique, dans la ville durable, sur laquelle beaucoup est fait, dans le tourisme. Bon, on peut multiplier les filières d'excellence françaises, et donc c'est le plein soutien à ces filières industrielles-là, mais encore une fois, construit avec les industriels. C'est pas le gouvernement qui, dans son coin, va dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Sur la simplification administrative, quelles mesures vous avez prises? Alors vous avez parlé de Business France, donc ça a déjà 2 ans, la fusion de 2 agences pour créer Business France, mais qu'est-ce que ça donne sur la simplification administrative pour les entreprises qui veulent aller sur l'international et qui n'ont pas les moyens de se payer une armée d'avocats pour mettre en place... Ça donne un guichet quand même simplifié, c'est-à-dire au lieu d'avoir ceux qui attirent les investissements et ceux qui font l'export, les deux sont maintenant liés. On a mis une partie des activités agricoles aussi et agroalimentaires là-dedans, donc simplification pour les PME. C'est la diplomatie économique avec toutes nos ambassades et nos ambassadeurs en personne qui dans le monde entier sont mobilisés au service de notre économie. Et Laurent Fabius avait beaucoup travaillé là-dessus et Jean-Marc Ayrault poursuit évidemment cela. Donc ce travail-là continue à se déployer. J'ai parlé du guichet unique douanier. On peut ajouter le site France International qui recense les différentes informations. Donc vraiment, quand vous êtes dans une PME, vous n'avez pas de temps à perdre, comme vous le disiez, hein, à comprendre qui fait quoi, à aller mobiliser des avocats, des conseillers, etc. Non, il faut que ce soit simple. Il y a encore beaucoup à faire. Hein. Vous savez, la simplicité, c'est pas toujours quand même la spécialité française, mais on a, je crois, avancé dans le bon sens sur tout cela. Alain Matéjac, vous êtes donc le patron des conseillers du commerce extérieur de la France, en tout cas le président du comité national qui les gère. Vous sentez, et ce qui remonte du terrain pour vous, on sent les effets des mesures prises par le gouvernement ces dernières années pour soutenir les entreprises qui sont à l'international? Alors, je dirais que si on regarde les chiffres, malheureusement, on les sent pas encore trop, mais il y a une tendance, j'espère, de moyen terme. De toute façon, il est évident que toutes ces mesures sont des mesures qui produisent leurs effets à moyen terme, et pas de manière immédiate. Mais je crois que de toute manière, tout ce qui a été dit par le ministre sur la simplification du système va dans le bon sens. On a toujours considéré qu'il fallait aller dans le sens d'un système beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible pour les entreprises. C'est fondamental, notamment pour les PME. Et je crois que là, il y a eu des mesures qui vont dans le bon sens. D'ailleurs, j'en rajouterai une aussi qui est très importante et qui rentre en vigueur au 1er janvier, qui est le transfert de ce qu'on appelle les garanties publiques des crédits à l'exportation de COFAS sur BPI France. Donc BPI France sera l'organisme financier qui aura à peu près tous les outils pour soutenir les entreprises qui veulent se développer, notamment à l'international. Donc je crois que ça aussi c'est une étape importante avec Business France, avec le guichet unique douanier, avec les meilleures collaborations aussi entre les acteurs, à travers les accords qui ont été signés entre les chambres de commerce, Business France, les conseillers du commerce extérieur. Tout ça, je crois que ça va dans le bon sens, mais c'est vrai que l'effet n'est pas immédiat et qu'il faut sans arrêt continuer, d'une part dans ce domaine et d'autre part aussi dans le domaine qui est quand même fondamental, qui est la compétitivité des entreprises, parce que le commerce extérieur, in fine, c'est quand même le résultat de la compétitivité comparée des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes, et donc des efforts ont été faits importants dans ce domaine, mais il faut continuer l'effort. Arnaud Vessier, les efforts, vous en sentez les premiers effets et vous en demandez plus? Ah oui, bien sûr, on en demande toujours plus. Les résultats sont tout à fait corrects, mais on a toujours un déficit et on a toujours des parts de marché, notamment dans la zone euro, qui se stabilisent, mais qui sur longue période ont été en baisse. Donc il faut absolument pas relâcher l'effort, c'est primordial. La France doit redevenir un grand pays exportateur, doit retrouver une balance commerciale équilibrée, même si grâce à nos services, notre balance des paiements est un petit peu plus favorable que notre balance commerciale. Je pense que les chambres de commerce jouent leur rôle dans ce domaine en aidant les entreprises
puisqu'il y a un réseau extraordinairement dense en France. En fait, chaque entreprise est automatiquement membre de la chambre de commerce locale. Donc il y a un tissu très très dense et on a essayé de créer un continuum entre les chambres de commerce en France et les chambres de commerce à l'étranger. Et aujourd'hui, je pense que les acteurs du soutien à l'export, avec les conseillers du commerce extérieur, Business France et les chambres, l'action est bien meilleure qu'avant. Mais toujours insuffisante, puisqu'on n'est pas arrivé là où on devrait être, c'est-à-dire à un équilibre du commerce. L'Espagne équilibre de son commerce extérieur, l'Italie aussi. Il n'y a aucune raison que la France ne l'ait pas. Mais ça se fait à quel horizon on peut imaginer que la France retrouve une balance commerciale à l'équilibre? Moi, j'aime pas du tout fixer ce genre de choses parce que il y a toute une série d'éléments extérieurs sur lesquels personne n'a prise qui entrent en compte. Donc, il faut être sérieux. En revanche, la dernière fois qu'il y a eu un équilibre, c'était au début des années 2000. Et donc, on voit bien, moi, je suis d'accord avec ça, que c'est un travail au long cours, avec tout un travail de reconstruction de notre industrie qui est à faire, ce qui appelle du volontarisme, y compris au niveau européen. Vous savez, si on veut défendre nos industries, il y a aussi besoin d'avoir des vraies politiques industrielles, une vraie stratégie dans la négociation des accords commerciaux. Donc tout ça, c'est un tout qui va ensemble et on ne peut pas séparer les différents éléments. Il faut que là-dessus, il y ait une continuité dans l'effort national sur de longues années pour qu'on puisse arriver à cet objectif. Il est vrai aussi de dire que si on regarde l'apport des services, on est dans une situation un peu différente. Et c'est pour ça qu'avec la Banque de France, nous avons essayé de travailler pour que les différents chiffres soient présentés ensemble pour qu'on ait une image de la réalité de notre économie. La France est un pays exportateur net de services, c'est-à-dire d'expertise, d'intelligence, de savoir-faire. Il faut aussi prendre cela en compte, mais sur l'aspect strictement industriel et sur l'aspect des biens, en l'occurrence, on sait que beaucoup reste à faire. Stratégie interne, stratégie à l'export avec la simplification, et puis pression au niveau européen pour qu'il y ait un volontarisme européen dans la construction des politiques. C'est plus que jamais d'actualité avec l'élection du nouveau président des États-Unis, dont on a vu que les stratégies, si on peut dire, ou en tout cas les objectifs, sont à la fois assez confus et assez inquiétants. Et les critiques sur l'Europe qui datent d'hier, on pourra y revenir, mais on a évoqué tout à l'heure le rapprochement entre les différents acteurs, et il y a un événement qui s'est passé cette année, Arnaud Vessier, il y a eu un rapprochement concret entre les CCI France Internationale et les conseillers du commerce extérieur de la France. Tout à fait. À Deauville, tout récemment, nous avons signé une convention qui rapproche les conseillers du commerce extérieur et les chambres de commerce. Alors, ils ont toujours été assez proches. Il faut quand même reconnaître que beaucoup de conseillers du commerce extérieur sont au conseil d'administration, au board des chambres à travers le monde, en sachant que nous avons des chambres dans 85 pays. Mais l'idée est d'avoir une convention cadre de façon à s'associer au parrainage et qu'il y ait une représentation de plus en plus croisée entre les conseillers du commerce extérieur et les chambres, afin de mener une stratégie commune, notamment en matière de mentoring, de sponsoring et d'implantation des PME à l'international. Alain Martéjac, vous confirmez l'intérêt évidemment de ce rapprochement? Oui, tout à fait. Je crois que ça rentre dans l'esprit des accords que l'on signe, c'est-à-dire les conseillers du commerce extérieur ont une caractéristique, ce sont des bénévoles, ce sont des entrepreneurs bénévoles, donc contrairement effectivement aux chambres de commerce et Business France qui sont des professionnels de l'accompagnement des entreprises. Et nous, on dit simplement, on peut accompagner le processus simplement en proposant, en plus des services fondamentaux, professionnels offerts par les chambres de commerce en l'occurrence, simplement le conseil gratuit, bénévole, d'entrepreneurs qui sont souvent présents dans le pays depuis très longtemps et qui peuvent apporter un éclairage, éventuellement des mises en rapport, des conseils utiles pour l'entrepreneur français qui, lui, cherche à se développer sur un nouveau marché. Donc je crois qu'on est en pleine complémentarité. C'est ça qu'on essaie de jouer au maximum de manière continue. Alors parmi ces entrepreneurs français qui ont réussi à l'export, j'en ai un à côté de moi, Franck Zal, vous avez donc créé une entreprise qui s'appelle Emarina, qui est dans le biomédical. Et vous allez recevoir dans un instant le trophée de la performance export. D'abord, Arnaud Vessier, quel est l'objectif de ce trophée? Ce trophée, c'est de célébrer les entreprises françaises qui réussissent à l'international. Je pense qu'il faut en France que les Français réalisent qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat, qu'on doit être fier de cet entrepreneuriat et que c'est la solution à nos problèmes. Il faut que le pays entreprenne plus et mette toutes les conditions favorables pour aider ces nouvelles entreprises et ces entreprises qui partent
à l'international. Dernier point, l'innovation, il faut qu'elle soit tournée vers l'export. On ne peut, dans le monde moderne, toute entreprise se doit d'exporter. On ne peut plus être uniquement tourné vers le marché français. Et donc, l'objet de ce prix, c'est de célébrer les meilleurs. Et quelles sont les modalités de sélection des entreprises qui peuvent concourir? C'est le succès en termes de recherche, de développement, d'innovation, de brevets, ce qui est particulièrement votre cas, où vous avez un grand nombre de brevets maintenant à votre actif, et enfin la performance commerciale. Alors on a envie de savoir, Franck Zal, quelle est votre activité exactement? Vous avez inventé un nouveau matériau qui permet de transporter l'oxygène dans le sang, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. En fait, mRNA, c'est une société de biotechnologie. Donc, quand on parlait de biotechnologie, c'est bien évidemment, on est localisé en Bretagne, à Morlaix, et nous, notre marché, c'est le monde, puisque finalement, dans la santé, ça touche tout le monde. Et donc, on a trouvé en fait une molécule qui est présente chez un ver marin, qui a 450 millions d'années. Juste pour la petite comparaison, nous, on a 3 millions d'années. Et en fait, on a trouvé l'ancêtre de nos globules rouges. Et avec cette molécule, on en fait des produits thérapeutiques. Aujourd'hui, on est en essai clinique en France dans 6 hôpitaux pour la transplantation d'organes, pour donner plus de temps aux chirurgiens pour transplanter plus d'organes. On est en collaboration avec l'US Navy pour faire du sang en poudre artificielle pour pouvoir en fait soigner les militaires sur les champs de bataille. Et on est également dans le pansement qui permet d'améliorer la cicatrisation. C'est utile dans quel cas médicalement? Alors, la transplantation d'organes, vous savez qu'en France, c'est un problème de santé publique. Il y a 21 000 personnes en fait, sur liste d'attente. 500 personnes décèdent par an sur cette liste d'attente, faute notamment de temps pour pouvoir transplanter les organes. Cette molécule permet de donner du temps aux chirurgiens et surtout d'avoir des organes en excellente qualité pour pouvoir les greffer. Donc, la transplantation d'organes. La transfusion sanguine, en fait, manque de sang, hémorragie, ou tout ce qui touche, alors un mot technique, ce qu'on appelle l'ischémie, c'est en fait les problèmes de circulation du sang en fait, dans les vaisseaux. On parle d'ischémie cardiaque pour l'infarctus, ischémie cérébrale pour les AVC. Donc cette molécule intervient aussi dans ce type de pathologie. Et bien évidemment, la cicatrisation pour les personnes qui souffrent notamment du diabète, où ils ont des plaies qu'on n'arrive pas à cicatriser, et notamment ça se termine très mal, puisqu'en fait on ampute ces personnes. Sur le plan international, donc vous avez une filiale aux États-Unis, à Boston, oui. Et vous avez déposé effectivement, comme le disait Arnaud Vessier, un certain nombre de brevets, lesquels? Alors oui, bien évidemment dans le domaine dans lequel on est, c'est un domaine très très compétitif, donc les temps de développement sont longs, donc on dépose des brevets. Aujourd'hui, Marina a 54 brevets déposés dans le monde entier, donc dans tous les pays, où il y a en fait des systèmes de santé qui sont adaptés pour ce type de développement. Et donc Boston, parce que Boston c'est quand même la plateforme de la biotechnologie. Il y a en fait une plateforme qu'on appelle MassBio qui est vraiment le centre. Il y a Harvard, il y a le MIT, il y a les hôpitaux très performants. Donc Boston, c'était l'endroit où il fallait être pour développer en fait notre activité sur le territoire américain. Et la question des brevets, Mathias Feckel, c'est important. L'État aide aussi les entreprises à déposer des brevets internationaux et à protéger leurs innovations, leurs idées. La question de la propriété intellectuelle est absolument fondamentale, avec un travail important à mener aussi au niveau européen, avec l'Office européen des brevets. Et si vous permettez, sur la filière biotechnologie et santé, c'est une filière extraordinaire sur laquelle il y a une excellence française reconnue dans le monde entier. Vous en faites partie. On était à San Francisco il y a quelques mois au salon Bio avec une délégation d'entreprises françaises superbes avec des réussites formidables. Et on a mis en place à l'international une filière sur la santé. Si vous n'en faites pas partie, je vous dirai tout à l'heure, mais avec un fédérateur santé qui fait un travail remarquable, justement parce que la France est attendue là-dessus. Il y a l'excellence de notre secteur privé, avec l'innovation, les brevets et vraiment des inventions qui changent la vie et qui peuvent pour le coup même la sauver. Et puis, il y a un modèle de santé français qui permet la prise en charge, la mutualisation de tout cela, et ça va ensemble évidemment. C'est pas un hasard si c'est dans notre pays qu'a été inventé le premier cœur artificiel et que sont inventés des produits, des molécules absolument extraordinaires comme celles dont vous avez parlé. Et si vous me permettez, en fait, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'en France, on a un excellent système de recherche, que ce soit au CNRS, INSERM, CEVA, etc. Et donc, il y a des innovations majeures qui sortent de ces centres de recherche. Après, il faut les valoriser. Mais en fait, on n'a pas à rougir de notre système de recherche française, qui est vraiment très très bonne et qui est très attendue en fait à l'international. Et justement, vous allez donc recevoir des mains d'Arnaud Vessier le trophée de la performance export de CCI France International. Merci. Toutes mes félicitations. Merci à vous. Bravo. Pourquoi vous avez choisi cette entreprise? Par la qualité des brevets, le potentiel de développement qui est considérable,
Et en même temps, c'est une entreprise qui a déjà 10 ans, donc c'est une entreprise qui est une entreprise confirmée. Donc on n'est plus dans le cadre de la start-up. On est aujourd'hui avec une entreprise dont le potentiel est absolument évident et en pointe dans un domaine où la France veut absolument se spécialiser, qui sont les biotech. Quelles sont vos ambitions justement à l'international pour l'avenir? Vous êtes à Boston, vous comptez vous implanter ailleurs? Alors oui, tout à fait. Donc en fait, on a Boston, on veut développer en fait notre plateforme américaine parce qu'encore une fois, c'est là-bas que le business se fait, en tout cas au niveau de la santé. Et on a aussi en fait des perspectives de développement en Asie, puisqu'en fait, on a un contact avec pas mal de partenaires là-bas, et donc on voudrait aussi en fait aller sur le marché asiatique. Et si vous permettez, parce que j'ai reçu ce prix, bon, c'est moi qui l'ai reçu aujourd'hui, mais en fait tout ça c'est un travail d'équipe. Hein, et donc je voudrais remercier mes collaborateurs, en fait tous les collaborateurs des Marinas, sans qui c'est pas possible de réaliser ce que l'on a réalisé aujourd'hui. Bien évidemment tous les actionnaires qui nous ont fait confiance au départ et mon conseil d'administration qui m'accorde sa confiance. Félicitations. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va parler aussi maintenant de la présence, et vous en faites partie, des Français de l'étranger. C'est un apport important pour l'économie française, ces Français implantés hors du pays. Oui, ce sont nos ambassadeurs dans le monde entier. Et la France, c'est un pays qui ne s'arrête pas à ses frontières, grâce à son message universel pour le monde, et grâce à sa politique, à sa diplomatie, et aussi, bien sûr, grâce aux Français de l'étranger. 2,5 millions, peut-être 3 millions de Français expatriés. Les chiffres là-dessus, vous savez, il n'y a pas d'obligation de s'inscrire au registre, donc les chiffres varient. Mais la mobilité internationale est aussi le signe de la vitalité d'un pays. Il y a des Français qui reviennent, il y a des Français qui partent, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'avoir une expérience à l'étranger. Et donc tous ces citoyens français expatriés sont engagés dans la vie économique, sociale, culturelle, éducative du pays. Donc évidemment c'est une force, c'est pour ça qu'on travaille énormément avec eux, y compris pour étendre les différentes simplifications de services publics qui sont d'actualité en France, pour que ça s'applique aussi à l'étranger. Et mes prédécesseurs, Hélène Conway, Fleur Pellerin, moi-même, avons toujours veillé à cela. C'est un atout extraordinaire pour un pays. Et vous savez, à l'heure où certains voudraient faire croire que l'avenir de notre pays doit être au repli et à une France totalement enfermée dans ses frontières, je veux dire, c'est pas un message d'avenir. Un grand pays est un pays aussi qui se projette et qui est présent ainsi dans le monde entier. C'est une grande force. Et vous savez, c'est des Français qui sont engagés dans des parcours de vie, qui sont passionnés et qui sont globalement à l'image aussi des Français qui vivent en France. Christophe Bouchard, vous êtes donc le directeur de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, donc les Français à l'étranger. Français à l'étranger. L'enseignement du français à l'étranger, oui. Non, français à l'étranger. Du français à l'étranger, effectivement. Vous êtes présent dans 137 pays, donc vous la sentez, cette vitalité au quotidien des Français qui s'installent dans le monde entier? Oui, tout à fait. Alors, non, je revenais là-dessus, c'est l'enseignement français à l'étranger. C'est vraiment la projection de l'enseignement français, de l'école française à l'étranger. Bien sûr, on y enseigne le français, mais c'est plus que ça. C'est vraiment tout ce système et dont on est très fier parce qu'on est, grosso modo, le seul pays qui a vraiment développé une projection de son système éducatif national à l'étranger. Pour les Français de l'étranger, qui sont à peu près un tiers sur les... Il y a 340 000 élèves, grosso modo, dans toutes les écoles françaises à l'étranger, qui sont presque 500. Bien sûr, un public étranger, parce que c'est aussi un outil d'influence et de diffusion culturelle, linguistique. Mais pour les Français, c'est évidemment un atout formidable de savoir que quand ils partent en Asie, en Afrique, en Europe, ils peuvent retrouver, s'ils le souhaitent, bien sûr, le même système scolaire qu'en France, avec les adaptations au terrain local, qui permet aux enfants donc de suivre une scolarité sans problème. Et pour les entreprises, il y a bien sûr plein d'objectifs différents et plein de publics différents, mais pour les entreprises et pour l'expatriation et la projection des entreprises à l'international, le fait de savoir qu'on pourra trouver dans une ville, en Afrique, en Asie, en Amérique, une école où les expatriés pourront inscrire leurs enfants, c'est évidemment un atout important. Monsieur parlait de ses projets en Asie. Selon la grande ville asiatique où il va installer son entreprise et ses expatriés, il y aura un lycée français où les expatriés pourront inscrire quasiment du jour au lendemain, même pas forcément au début d'une année scolaire, leurs enfants et prendre le cycle, enfin prendre reprendre le cours de leurs études comme en France. Quelle a été l'évolution du réseau pendant l'année 2016 ? Alors on continue de progresser. Il y a des nouvelles écoles qui ouvrent, par exemple en Asie.
l'Azerbaïdjan. On a une école à Bakou qui a ouvert, qui a été homologuée par le ministère de l'Éducation nationale français, qui reconnaît que l'école suit les programmes français, la qualité française. Et puis beaucoup de villes, on a des lycées, des écoles qui existent, mais qui s'étendent, qui s'élargissent parce que, alors, soit le nombre de Français augmente. On a le cas de Londres, évidemment, où dans les dernières années, un gros effort a été fait pour ouvrir de nouveaux établissements parce qu'il y avait une demande très forte. Mais on pourrait citer aussi le Vietnam, par exemple, pour aller à l'autre bout du monde, à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, où on a une demande importante. Donc on continue d'étendre et on continue évidemment le niveau dans ces écoles est très bon, mais il y a toujours des progrès à faire. Donc on travaille aussi sur le contenu pédagogique et l'adaptation au contexte étranger, puisque, encore une fois, c'est le cursus français, mais avec une part notamment d'enseignement des langues étrangères, et notamment de la langue du pays où le lycée se trouve, qui est plus importante qu'en France. Un point précis qui va intéresser tous les Français de l'étranger qui nous regardent sans doute. 2017 est une année électorale, présidentielle et législative. On va pouvoir voter à l'étranger. Mathias Fekel, quelles sont les modalités pour ces Français installés hors du pays pour aller voter? Pour la présidentielle, c'est un vote soit à l'urne, soit par procuration. Et pour les législatives, s'ajoute la modalité d'Internet. Pas pour la présidentielle, parce qu'il y a des risques d'attaque sur une présidentielle. Je crains que l'exemple américain là-dessus, même s'il n'y a pas eu d'attaque sur les modalités de vote en elles-mêmes, a confirmé les craintes du gouvernement et donc a totalement confirmé l'idée que sur la présidentielle, il fallait rester sur des modalités de vote classiques. Mais il y a eu des inscriptions jusqu'au dernier jour, y compris à l'étranger, avec plusieurs milliers d'inscriptions jusqu'au 31 décembre dernier qui ont été notées. Donc il faut que les Français de l'étranger participent aux 2 grands scrutins nationaux qui vont se tenir, pour montrer ainsi leur pleine inscription dans la vie politique nationale, et donc qu'il y ait, chacun libre de ses choix, une mobilisation très forte, très importante à l'étranger comme en France. Et vous la sentez, cette mobilisation? Ça, on verra. En tout cas, moi je lance ce message-là aux Français de l'étranger, de ne pas se priver du droit de vote, qui est une grande conquête, tout le monde le sait, mais surtout qui manifeste aussi l'appartenance à la communauté nationale, pour les présidentielles évidemment, mais ensuite aussi pour les législatives, puisque, comme vous le savez, il y a des députés qui représentent spécifiquement les Français de l'étranger dans des circonscriptions internationales. Merci beaucoup Mathias Fekel d'avoir été sur ce plateau pour lancer donc officiellement ces 24 heures chrono de l'international. L'émission continue, on se retrouve dans un instant. C'est la suite de cette émission de lancement des 24 heures chrono de l'international. 24 villes tout au long de ces 2 jours pour s'expatrier, s'exporter. On parlera évidemment commerce international et vie des Français à l'étranger. Et sur ce plateau, nous a rejoint Marc Toiti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On pourrait ne pas vous présenter, mais je vais quand même le faire. Vous êtes économiste et auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle La fin d'un monde aux éditions Hugo et compagnie. Pourquoi ce titre un peu pessimiste? Non, je suis pas pessimiste, au contraire, parce que la fin d'un monde, c'est le début de toutes les opportunités. Et donc d'ailleurs, l'une des maximes du livre, c'est un proverbe chinois qui dit que quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins.
Je pense que c'est un peu effectivement l'idée du livre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut au contraire, je dirais, l'affronter, mais être au courant. Donc c'est ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu dire simplement, voilà, le monde est en train de changer complètement, et c'est vrai que je parle du Brexit, je parle de Trump, qui n'était pas encore élu, mais j'évoquais à l'époque qu'il y avait une grande chance qu'il soit élu, je parle des dangers qui menacent également effectivement la France, donc n'ayons pas peur, mais au contraire, il faut les affronter, parce que si justement on a tous ces dérapages un peu populistes, etc., c'est parce que justement on ne dit pas la vérité. Donc on ne fait pas les réformes, et donc ce que j'évoque dans ce livre, donc je dirais, on fait une sorte de tour du monde en disant voilà, tout ce qui a changé, et il faut l'intégrer. C'est pas forcément mauvais, mais il faut au moins effectivement le savoir pour mieux réagir et pour éviter, c'est ce que je dis souvent, hein, nos dirigeants politiques, trop souvent malheureusement, pas qu'en France, mais dans beaucoup de pays malheureusement et surtout en Europe, ils veulent lire une cassette VHS dans un lecteur DVD. Vous voyez, donc ça peut pas marcher. Vous voyez, donc encore maintenant même le DVD c'est obsolète presque. Vous voyez. DVD On est en train de d'accord. mourir. Voilà, exactement. Donc, mais pourtant on continue. Et aujourd'hui on nous voit par exemple, on voit les programmes des candidats à la présidentielle. Ben, on nous annonce toujours les mêmes sempiternelles réformes. Certains veulent monter la CSG. Oui. La CSG, par exemple, c'est une des propositions de M. Macron, par exemple, monter la CSG, qui est un impôt temporaire, créé par Michel Rocard en 91. C'est ce que je veux dire. Donc, déjà, il n'a pas disparu, mais non, on veut l'augmenter. Non, moi je dis qu'il faut au contraire baisser cette CSG, parce que je propose également beaucoup de mesures. Et je note aussi les programmes des candidats que j'avais à l'époque de la sortie du livre. Et donc voilà, donc effectivement, on peut s'en sortir. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. D'accord. On peut s'en sortir. Vous parlez de fin du monde, mais vous n'êtes pas totalement pessimiste. Non, mais c'est pas ça. La fin d'un monde, c'est le début d'un nouveau. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas au courant que c'est la fin d'un monde, ben vous allez rater le nouveau. Sur le constat que vous faites de l'économie française, on parlait de la balance extérieure, du déficit commercial, quel constat vous faites, vous? Oui, je suis triste. Je suis triste parce qu'effectivement, la France, si vous voulez, j'explique dans le livre, et puis j'ai mis aussi des graphiques, etc., pour montrer, pour visualiser. C'est vrai que la France, par exemple, bon, on en parle aujourd'hui, était devant l'Allemagne. Hein, en 2002, par exemple, la France était devant l'Allemagne en termes de croissance. Hein. Et puis depuis 2002, qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands... En termes de croissance seulement, oui, pas vrai, en termes d'exportation. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Enfin, on a eu des excédents. Hein, maintenant, oui, on avait des excédents. C'est une histoire ancienne, on n'a plus d'excédents. On a chaque mois, on a entre 4 et 5 milliards de déficit extérieur donc, tous les mois, donc c'est quand même énorme. Et les Allemands, si vous voulez, qui eux, en 2002, avaient toutes les chances de s'effondrer, et nous, au contraire, de redémarrer, parce qu'on avait un dynamisme de la natalité, alors que les Allemands, au contraire, la natalité baisse, et bien là, tout s'est inversé, justement, à la fin d'un monde. Les Allemands ont compris qu'il fallait faire des réformes, et donc maintenant ils sont loin devant nous, et nous on n'a pas compris. Donc on est quand même en 2017. Donc ça veut dire 15 ans de retard. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est triste, j'ai envie de dire. Et donc je dis, il faut se réveiller. Et c'est vrai que moi, quand je vois sur ces élections présidentielles, je vois la montée des populismes, franchement, très honnêtement, ça me fait peur. Ça m'inquiète, ça m'attriste. Parce que justement, je veux dire, on a un rôle à jouer, les économistes bien sûr, mais également les politiques, les journalistes, qui est de dire, voilà, on va vous expliquer, il faut expliquer comment ça marche. Parce que aujourd'hui, je faisais un débat avec Mélenchon il n'y a pas longtemps, le programme de Mélenchon, il est super. On a connu déjà ça. Ça s'appelait l'URSS. Vous voyez, il y a eu des millions de morts. C'est ça qu'on veut pour... Et ce qui est fou, c'est que je vois des jeunes, je vois une jeunesse qui est prête à défendre Mélenchon. Mais c'est quand même incroyable. Vous voyez, donc, c'est ça qui aujourd'hui est inquiétant. Tout ça est lié au fait qu'on n'a pas assez de culture économique. Donc il faut effectivement le développer. Et bon, heureusement, mes livres marchent bien, mais pas assez. Parce qu'effectivement, je vois certains médias, parfois, c'est surtout avec mon livre d'avant qui était La thérapie de choc, Guérir la France à thérapie de choc, parfois m'ont squeezé en disant, Marc, là, tu as été trop loin. Comprends, nous, on ne veut pas de thérapie de choc. Nous, tout va bien, on ne veut pas que ça bouge, on veut pas que... C'est grave. Pour le coup, Jean-Luc Mélenchon veut aussi une thérapie de choc. Ah oui, dans l'autre sens. Alors, effectivement, dans l'autre sens, malheureusement. Alain Matéjac, c'est un constat que vous partagez. Effectivement, quand on fait du commerce international, comme le font toutes les personnes qui sont conseillers du commerce extérieur de la France, est-ce qu'on s'inquiète du Brexit, de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et des autres facteurs en Europe, des éventuelles sorties de l'Union européenne, comme le présage de Donald Trump précisément? Je trouve ça très intéressant parce que le titre du livre de Marc Toiti, la fin d'un monde, il résonne très bien par rapport au thème. On a fait un grand rassemblement mondial de tous les conseillers du commerce extérieur à Deauville, d'ailleurs, Arnaud y était au mois d'octobre. Et le thème, c'était Autre monde, Nouvelle France. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, face à tous les grands changements, les grandes ruptures que nous connaissons actuellement, géopolitiques, technologiques, environnementales, économiques,
comment les analyser et comment faire en sorte que l'entreprise française, justement, réagisse par rapport à ça et essaye de tirer parti, et non pas de partir battu, mais de tirer parti de ce nouveau contexte. Finalement, je pense qu'on est en train de vivre une nouvelle étape de la mondialisation. On n'est pas du tout dans la démondialisation, je pense, mais on est dans une nouvelle phase de la mondialisation. Avec de nouvelles barrières, peut-être? Avec peut-être de nouvelles barrières, effectivement. C'est la remise en cause complète, d'ailleurs, de la construction du commerce international tel qu'il a été conçu depuis, finalement, l'après-guerre, avec l'élimination progressive de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges. Aujourd'hui, tout ça est remis en cause par l'échec des négociations, l'échec du cycle de Doha, par exemple, pour l'OMC, qui est bloqué depuis 10 ans, avec la remise en cause du TPP, la remise en cause du TTIP, donc les positions de Trump, le Brexit. Tout ça sont quand même des changements absolument colossaux. Il y a vraiment une nouvelle phase qui s'ouvre devant nous dans tous les domaines, plus évidemment tout l'aspect technologique. Et donc je crois que c'est extrêmement intéressant de s'intéresser. Et je pense qu'effectivement, c'est la fin d'un monde, mais c'est probablement aussi évidemment l'apparition d'un nouveau monde. Et il faut, par rapport à ce nouveau monde, que nous essayons, nous, entreprises françaises, de réagir et de tirer peut-être des avantages. Il y a peut-être aussi dans ce nouveau contexte qui paraît extrêmement perturbant, disruptif, comme on dit maintenant en mauvais français, je pense que on peut trouver aussi certainement peut-être des thèmes justement pour repartir de l'avant et peut-être regagner des positions qu'on avait perdues. En tout cas, c'est ce que j'espère. Il faut savoir juste sur le commerce mondial, justement, parce que c'est quand même le thème de ces 24 heures, Ouais. c'est que aujourd'hui, je veux bien qu'on fasse du protectionnisme, mais il faut savoir que pour avoir, parce qu'on dit oui, à quoi sert le commerce mondial? C'est très simple. Pour avoir une croissance mondiale de 3% à peu près, comme on a en ce moment, on va avoir en 2017, c'est bien, mais c'est pas non plus formidable, il faut avoir une croissance du commerce mondial de 10%. C'est-à-dire que si jamais demain, je ne l'espère pas bien entendu, on augmente les barrières douanières, donc parce que si les Américains le font, ben, tout le monde doit le faire. Donc, là, donc si on casse le commerce mondial, on n'aura pas 3% de croissance mondiale, on aura une récession mondiale. Et pour l'instant, il faut savoir que le commerce mondial est un moteur de croissance. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus important. Et pour l'instant, d'ailleurs, l'élément intéressant, c'est que le commerce mondial, depuis 1 ou 2 ans, croît moins vite que le PIB mondial, ce qui est totalement nouveau, puisque auparavant, le commerce mondial croissait effectivement à peu près à 2 fois le taux de croissance du PIB mondial. Depuis 2 ans, c'est l'inverse. Donc il faut s'interroger aussi là-dessus. Hamza, ce sont des menaces qui vous inquiètent en tant que chef d'entreprise qui justement avait l'intention de vous internationaliser encore un peu plus? Alors oui, bien sûr, c'est inquiétant, mais en fait, moi je suis biologiste, donc je crois beaucoup à la théorie de Darwin, c'est l'adaptation. Ouais. On travaille sur un ver qui a 450 millions d'années, il est toujours là. Donc aujourd'hui, en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte. Et donc s'adapter à ces nouveaux modèles, c'est ce qu'on est obligé de faire. Et c'est ce qu'on fait, c'est dans nos gènes. Dans la biotechnologie, en fait, c'est dans le marché mondial, donc c'est un marché mondial. Donc bien sûr, fermer les frontières, ça n'a pas de sens pour nous. Et puis aujourd'hui, en fait, si on ne s'adapte pas, on peut être la plus grosse entreprise. On en connaît tous une entreprise qui vendait des pellicules photo. On parlait de VHS, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle n'a pas cru au numérique. Et donc aujourd'hui, si on ne s'adapte pas, si on n'avance pas, si on ne va pas de l'avant, de toute façon, on va décliner. Et donc, un chef d'entreprise croit en l'avenir et croit à ses chances de succès à l'international, bien évidemment. Arnaud Vessier, la France est bien placée justement pour ça, pour l'innovation, l'adaptation? Oui, je crois. Enfin, moi, je suis un adepte de l'international depuis le début, puisque j'ai créé mon groupe il y a 30 ans à Singapour. Qui s'appelle SOS International. International SOS, qui s'est développé dans le monde. Je suis revenu en France il y a 5 ans. Mais donc je crois complètement à l'international et la capacité de développer une entreprise à partir de l'international. Mais je crois aussi qu'en France, on a une chance aujourd'hui. Il y a des éléments négatifs, mais l'entrepreneuriat est en train de devenir l'ambition de notre jeunesse. Et ça, c'est un changement structurel extraordinaire. Alors, on n'est pas les seuls, hein. C'est un peu le cas partout. Donc, il ne faut pas croire qu'on va résoudre le problème seulement grâce à ça, parce qu'en fait, tous nos concurrents font la même chose. Mais il faut encourager ce mouvement de notre jeunesse vers l'entrepreneuriat, qui est tout à fait nouveau. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Dans les grandes écoles, aujourd'hui, il y a des incubateurs partout. Il faut que ça arrive à l'université. C'est encore insuffisant à l'université. Mais si on arrive à faire en sorte que ce mouvement d'entrepreneuriat aille des écoles à l'université, ça va irriguer l'ensemble de la société. Si en même temps, et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de programmes qui sont proposés à la prochaine élection présidentielle, qui proposent des vraies mesures de compétitivité, de relance, donc pas uniquement Mélenchon ou Marine Le Pen qui se présentent, on peut avoir un certain optimisme parce que le pays commence à comprendre qu'on retrouvera la croissance et l'emploi à travers l'entrepreneuriat et l'innovation.
Marc Toiti, vous la sentez, cette envie d'entreprendre aussi? Oui, complètement. De toute façon, moi, il est clair. Mais c'est vrai que j'ai noté tous les programmes avant que Fillon soit élu, enfin du moins aux primaires, gagne les primaires, et j'avais noté la meilleure note à François Fillon. Donc comme quoi, effectivement, il y a deux. Mais c'était 7 sur 10, c'était pas non plus 10 sur 10. Hein. Je suis un peu dur dans les notes, mais bon, mais globalement, c'est vrai qu'il avait quand même une note, c'était la meilleure à l'époque, qui reste aujourd'hui la meilleure des autres programmes. Bon, on pourra dans le détail, mais c'est vrai que la clé, elle est là. La clé, elle est dans l'innovation. Hein, c'est ce que j'évoque dans le livre. C'est parce que souvent on me dit, faut faire de la décroissance, etc. Ça marche pas. Et justement, en tant que chimiste, hein, même en tant que physicien, hein, je réponds souvent à un dilemme. On se dit, bon, la Terre est ronde, donc on vit dans un monde fini. Donc la croissance infinie dans un monde fini, potentiellement, c'est pas possible. Donc on vous dit, on fait la décroissance. Sauf qu'essayer de la décroissance, il y a du chômage, il y a de la faim dans le monde, etc. Et donc ça explose à la fin. Donc moi je dis non. Le meilleur moyen, justement, et le seul moyen de continuer à faire de la croissance dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation. C'est-à-dire, on a le même monde, mais on va faire mieux. On va trouver des nouvelles sources de création de richesse qui vont permettre ensuite de créer des emplois. Parce que le PIB, la croissance, c'est pas juste un chiffre. C'est là pour créer des emplois, pour distribuer des revenus et pour justement permettre ensuite le bonheur économique. Hein. Je vais faire un chapitre sur il est où le bonheur? C'est une chanson, hein, mais globalement, il est là. Le bonheur est là. C'est-à-dire, il est dans la croissance, il est dans l'entrepreneuriat, il est dans l'innovation. Donc, si on n'a pas ça fonctionne encore. Mais il n'y a que ça. Les inégalités se creusent, mais ça fonctionne encore? Non, les inégalités ne se creusent pas. C'est parce qu'en fait, ça dépend, tout est relatif. Mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, hein, vous voyez, il n'y a jamais eu aussi peu de personnes en pourcentage qui, je dirais, qui mangent à leur faim. Jamais eu aussi peu qui ne mangent pas à leur faim. Pardon. Donc, c'est-à-dire que finalement, on a le niveau de développement au niveau mondial. Après, bien sûr, il y a des inégalités, mais ça, je veux dire, on se dit, voilà, il y a 8 personnes qui gagnent la moitié. Ok, mais ça, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas les très riches. Le problème, c'est ce que j'appelle la classe moyenne, qui malheureusement en France s'est appauvrie. Donc, le danger aujourd'hui est là. C'est qu'il faut refonder notre modèle social parce que malheureusement, on a un appauvrissement de la classe moyenne, une augmentation. Et c'est ça qui est dangereux. Et donc ça, c'est possible au travers de la croissance, bien sûr avec un État qui est là pour protéger, c'est sûr, mais pas un État comme aujourd'hui on a en France. Hein, 57% de dépenses publiques par rapport au PIB. Vous voyez, alors, on parle de croissance mondiale, j'ai cherché dans le monde entier, sur 180 pays, 189 exactement listés par le FMI, combien de pays font plus que nous en termes de dépenses publiques? Vous savez combien? 6. Attention, c'est pas n'importe qui. Hein. Vous avez les îles Tuvalu, vous voyez, les îles Kiribati, Sultanat du Brunei, le Lesotho, les îles Marshall et la Libye. Vous voyez, je ne sais pas comment ils font les chiffres sur la Libye, c'est un peu spécial, mais faut être sérieux. Mais si à la guerre on avait 4% de croissance, je dirais c'est pas grave. On n'a pas. Donc ça c'est la preuve que ça marche pas. Et quand j'entends des gens qui nous disent on va encore augmenter les dépenses publiques, on va encore augmenter les impôts, faut arrêter. Parce que justement, on est dans un monde ouvert. Donc c'est ça la grande différence. C'est que il y a quelques années, on était bloqué, on ne pouvait pas bouger. Que si demain, effectivement, on a des mesures qui ne nous plaisent pas en France, nos chefs d'entreprise, ils vont aller voir ailleurs. Et ça, c'est dommage, parce que quand on balade dans le monde, on voit justement, cette émission est un exemple type, c'est que nos entreprises françaises, elles sont fortes dans le monde, mais elles ne sont pas forcément là. Vous comprenez ? Donc voilà, donc l'excellence française, la France est un pays exceptionnel, je pense que c'est peut-être le plus beau pays du monde, mais il faut garder cette chance. Sinon, il ne faut pas la gâcher. Voilà, c'est un peu le message. Christophe Bouchard, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dans les personnes avec lesquelles vous travaillez un certain nombre d'étrangers que vous formez. Quel regard ils ont sur la France, sur l'excellence française ou au contraire sur les défauts de l'économie française ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul regard, mais ce qui est clair, c'est que je trouve que ces écoles françaises, ces lycées français à l'étranger sont justement un peu peut-être le creuset ou un des creusets de ce nouveau monde, c'est-à-dire des lieux d'échange. On est à l'étranger, on maintient le système français, donc ce qui est précieux pour les familles françaises qui veulent continuer à y aller, mais aussi on attire donc 2/3 d'étrangers, c'est-à-dire des étrangers qui habitent donc en Afrique, en Asie, en Amérique, qui pourraient tout à fait choisir autre chose, choisir une école locale ou choisir une école anglo-saxonne et qui choisissent une école française. Donc la France attire. Donc la France, la culture française, la langue française, en même temps l'ouverture sur l'international, parce qu'il ne s'agit pas de leur dire vous allez à l'école française pour n'apprendre que le français. Les enfants vont sortir en parlant français, anglais, allemand, chinois, arabe et d'autres langues. Et il y a justement ce lieu de rencontre entre des élèves français et des élèves étrangers,
des élèves français qui sont installés, et les familles qui sont installées depuis très longtemps et pour toujours, d'autres qui vont être là pour 3 ans, des élèves étrangers, y compris du côté des enseignants, puisqu'on a des enseignants français qui viennent de l'éducation nationale française, et puis des enseignants locaux. Et tout ça, ça fait, je dirais, alors, comme dans la chanson d'excellents bacheliers, après, puisqu'ils réussissent le bac à 97%, et après, des étudiants, alors tous ne poursuivent pas leurs études en France, mais beaucoup choisissent d'aller en France, soit tout de suite après le bac, soit plus tard, au niveau du master ou du doctorat. Et on a comme ça, alors non seulement des Français qui ont pu maintenir ce lien avec la France tout en ayant cette ouverture sur l'international, et puis tous ces étrangers qui sont, et pour le coup, y compris pour nos entreprises et pour notre commerce extérieur, eux aussi des ambassadeurs de la France, parce qu'ils gardent un souvenir de leur scolarisation dans un lycée français de l'étranger. On peut citer par exemple, c'est pas complètement anodin, le PDG actuel de Renault et le PDG de PSA sont tous les deux des anciens élèves de lycées français à l'étranger, l'un au Liban, l'autre au Portugal. Et ils gardent, et on pourrait citer plein de gens comme ça. Et donc voilà, donc c'est pas la seule solution et c'est pas la réponse à tout. Mais je crois, c'est fondamentalement ça, c'est ce lieu d'échange, et ce lieu d'échange autour d'un socle qui est la langue française, la culture française. Donc ça, je pense que c'est, encore une fois, il n'y a rien de parfait, il y a des problèmes de fonctionnement comme dans toutes les structures. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de modèle de ce qu'on peut apporter à l'international. Un discours un peu rassurant, parce qu'on a souvent tendance un peu à s'auto-flageller quand on voit pas le regard extérieur que vous avez tous. Merci à tous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Marc Toiti, Alain Matéjac, Arnaud Vessier, Christophe Bouchard et Franck Zal, à qui on a remis tout à l'heure donc le trophée de la performance export. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission de lancement des 24 heures chrono de l'International. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, 24 villes pendant ces 2 jours jusqu'à demain 22 heures. Et pour lancer officiellement ces 2 jours, comme tous les ans, on retrouve sur ce plateau Alain Bazerque. Henri Bazerque, pardon. Vous êtes le président de Mondissimo, donc c'est vous qui organisez cet événement pendant 2 jours. Tout à fait, et qu'il est créé également il y a 11 ans, puisque c'est la 11e saison. Donc ça nous fait toujours très plaisir de revenir ici dans vos studios. Et puis d'abord un grand merci à notre coproducteur, à TV5, parce que c'est un travail colossal qui nous prépare en amont, c'est important, mais également nous aide également à travers le monde par la résonance internationale qu'a TV5. Votre coproducteur il est ici. Yves Bigot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de TV5 Monde, précisément. Alors, que nous réserve cette édition 2017 des 24 heures? Alors, ce qu'on a voulu, c'est que ça soit un peu plus interactif, dans la mesure où, pour la première fois, sous l'écran qu'on regarde sur Internet,
qu'on retrouve avec mondissimo.com, eh bien, il y a 2 boutons. Celui de gauche, ça va permettre justement aux internautes de poser des questions, soit en direct, soit après l'émission, parce que on peut retrouver toute l'année ces émissions, évidemment. Donc, les spécialistes pourront répondre donc, aux préoccupations de nos internautes. Pour des problèmes de visa, des problèmes de déménagement, d'école, toutes sortes de choses, de santé. Et le bouton de droite, très important, ça permettra que tous ces gens qui partent à l'étranger, qui vivent à l'étranger, puissent nous envoyer tout le temps des vidéos. Donc pour justement avoir une réactivité sur ce qu'ils vivent ou les problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc ça, ces 2 boutons, ils sont sur la page mondissimo.com. Pendant ces... Sur la page des 24 heures chrono. 24 heures chrono international, on va pouvoir envoyer... Quand on regarde l'écran, il y a 2 boutons. Des vidéos. Voilà. Donc tout simplement. Et il y aura donc un autre bouton en haut à droite, super bonus. Donc dès qu'on reçoit les vidéos, on les met dans les bonus. Voilà. Et on utilisera tout ça, évidemment, pendant ces 24 heures, pendant les émissions sur les 24 villes que je vais peut-être citer tout à l'heure. Mais d'abord, Yves Bigot, c'est important de participer à cette aventure des 24 heures chrono international pour une chaîne comme TV5 Monde qui s'adresse notamment aux expatriés, aux Français de l'étranger. Alors évidemment, on s'adresse aussi à travers nos langues de sous-titrage à tous les francophiles de la planète, mais c'est sûr que nos téléspectateurs les plus impliqués, les plus exigeants aussi, ce sont les expats. Je l'ai été, donc je connais l'importance de cette espèce de cordon ombilical qu'on a avec eux. Donc évidemment, toutes les initiatives qui permettent d'être à leur écoute, à leur service, et justement de leur permettre de conserver ce lien avec la France et avec nous. Et évidemment, c'est très important pour nous et on s'y implique. Évidemment, on le fait sur toutes nos chaînes directement. On le fait avec les partenaires qui travaillent dans le même domaine que nous, très volontiers. Quelles sont les nouveautés que vous annoncez justement aux téléspectateurs de TV5 Monde pour 2017 et qu'est-ce qui est arrivé l'année dernière en 2016 ? Voilà, vous avez combien d'heures Il va falloir résumer tout ça. Voilà. Mais voilà, l'essentiel. Alors en 2016, on a lancé notre chaîne enfant qui existait déjà sur les États-Unis depuis quelques années sur l'Afrique, avec tout de suite 6 millions de foyers africains qui ont accès à cette chaîne ludo-éducative pour les 4-13 ans. Mais Antoine, vous avez le droit de la regarder aussi. Je la regarde déjà. Voilà. Oui, parce que dans nos locaux, on peut la regarder aussi. Ouais. Effectivement, on n'a pas besoin d'être aux États-Unis ou en Afrique. On a fait beaucoup de choses, évidemment. Il y a eu la couverture du sommet des chefs d'État à Madagascar, qui est tous les 2 ans un rendez-vous très important pour TV5 Monde. On fait tellement de choses que c'est la question à laquelle il m'est toujours le plus difficile de répondre, c'est qu'est-ce que vous avez fait, parce qu'on en fait tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on va faire en 2017 d'intéressant et de surprenant ? On va notamment faire quelque chose qui va être très impliquant pour les équipes de TV5 Monde. C'est on va faire notre tour du monde en 24 heures, celui de la francophonie. Ça sera pendant l'été, donc je ne sais pas encore si ça sera au début de l'été ou à la fin de l'été, on est en train d'y travailler, mais où donc pendant 24 heures, on sera chaque heure sur un fuseau horaire différent pour faire vivre justement toute la diversité de la francophonie à travers le monde, puisque avec l'anglais, le français est la seule langue qui est présente sur les 5 continents. Vous lancez une émission automobile aussi ? On a lancé là une émission automobile effectivement qui s'appelle Ça roule, qui a la particularité d'être tournée en Afrique et donc qui fait à la fois découvrir tous les nouveaux modèles, voitures, camions, motos, etc. mais qui fait aussi découvrir les régions d'Afrique, les villes d'Afrique, les pistes, les personnages africains aussi. Vous savez que l'Afrique, ça se voit aussi dans l'art contemporain, c'est le pays et le continent du recyclage, de la débrouille et donc des personnages absolument incroyables qui vous fabriquent des voitures de récupération, qui en font des prototypes, qui en font des voitures de course. Donc aussi des personnages très hauts en couleur et puis aussi les pistes, la forêt, le désert, etc. Donc c'est à la fois
un magazine très sérieux sur les moteurs, l'automobile, etc., en même temps que c'est un magazine de découverte de l'Afrique. Et donc c'est très original, évidemment, puisque c'est très différent de Automoto ou de Top Gear ou voilà, des magazines déjà existants sur les chaînes françaises ou anglaises en l'occurrence. L'Afrique, il en sera question notamment pendant ces 24 heures chrono de l'international. Il y a plusieurs villes qui vont être évoquées. Agadir, évidemment, au Maroc, Kribi au Cameroun ou le Cap en Afrique du Sud. Vous savez qu'il y a une telle demande avec l'Afrique que... Vous me posez la question, je vous réponds. Les nouveautés 2017. On lance Afrique 21 en 3 langues, français, anglais, portugais. Parce que il y a une demande d'expatriation, de plus en plus d'expatriation, beaucoup de Français qui vont s'installer sur le continent africain. Partir, mais pas forcément l'Afrique francophone. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Afrique 21 au mois de juin, qui sera une nouveauté importante. À signaler également que là, Yves parlait de francophonie. On remet ici demain un trophée de la francophonie pour la première fois, parce qu'il nous paraissait important justement de remettre à un organisme français qui apprend justement le français à énormément d'enfants. Alors ce qu'on peut rajouter, Antoine, aussi, qu'on a fait fin 2016, c'est qu'on a lancé un programme d'enseignement et d'apprentissage du français pour les migrants. D'accord. Et évidemment, un sujet d'actualité très important pour eux, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils puissent simplement avoir déjà le vocabulaire de base pour faire les démarches administratives, pour comprendre ce qui est possible de faire en France, etc. Et on a reçu évidemment beaucoup de soutien autour de ce programme. Ça fait plaisir de travailler avec lui parce qu'on travaille en parallèle depuis 11 ans. Et à chaque fois ils font des choses, on fait des choses, ou inversement, mais finalement on fait toujours les mêmes choses. On essaie de faire des choses communes, en tout cas, et ça sera les 25 ans aussi en 2017 de TV5 Monde Afrique. Donc on va aller fêter ça, notamment au Cameroun, à la fin du mois de juin, à l'occasion du festival Écran Noir. Comment se fait le choix des villes sur les 24 heures chrono de l'international? Chaque année, on essaie de renouveler. Tous les partenaires. Donc cette année, ça va être au siège de la Chambre de commerce avenue de la Grande Armée. Et donc tous les partenaires apportent des suggestions. Voilà. Donc après, on voit si effectivement il y a possibilité de le faire. Bon, en principe, quand un partenaire, Chambre de commerce, conseiller du commerce extérieur ou autre, nous demande c'est qu'il y a un vrai intérêt. Donc on lance également auprès de nos internautes des appels à témoins pour qu'ils nous disent un petit peu s'il y a des choses intéressantes dans leur région. Pour sentir les villes qui bougent et qui attirent le plus de monde. Alors ce qu'on fait quand même sur certains pays, on ne parle pas que de la ville choisie, on parle également du pays, parce qu'il y a des pays qui sont relativement petits. Si on doit changer de ville tous les ans, il faut quand même parler du pays, parce qu'il faut élargir un petit peu l'émission. Mais ce qui est intéressant, c'est justement une concertation avec des spécialistes qui sont sur le terrain. Donc nous personnellement on choisit pas, c'est eux qui choisissent. Et c'était amusant d'ailleurs de choisir par exemple l'île Maurice cette année. Donc c'est une destination. Mais il y a plus désagréable aussi. Oui. Il y a un potentiel de business. On essaie d'y aller pour faire cette émission la prochaine fois. Il y a un potentiel de business qui est colossal. C'est pas les plages qui nous intéressent, c'est véritablement le développement et tous ces Français qui s'installent là-bas. Helsinki moins. Non, au mois de juin, oui. Oui, il y a de la chaleur de temps en temps là-bas. On va les citer. Je vais les citer quand même les villes au moins une fois pendant ces 24 heures pour que on sache de quoi on va parler. Donc il y a Dalian en Chine, Séoul, Agadir, Édimbourg, Beyrouth, Belo Horizonte au Brésil, Port-Louis, île Maurice, La Corogne, Washington, Le Cap, Cali, Téhéran, Hyderabad en Inde, Kribi, Zurich, Bucarest, Alger, Cologne, Miami, Porto, Milan, Ottawa, Seattle et Paris. Ça sera demain à 21h. Voilà. Est-ce que pour conclure, je voulais dire que le 8 juin, nous revenons ici, chez TV5, pour le spécial Canada, avec 21 émissions qui seront en direct de tout le Canada, puisqu'on va traiter plusieurs provinces. Canada, un partenaire privilégié, évidemment, pour TV5. Un des financeurs de TV5 Monde, et qui a comme membre de la francophonie depuis le sommet de Madagascar, en plus donc du Canada, du Québec, du Nouveau-Brunswick, maintenant l'Ontario, qui a adhéré aussi à l'Organisation internationale de la francophonie. D'ailleurs, très intéressant de voir combien
le gouvernement Trudeau souhaite imposer le bilinguisme dans tout le Canada, et pas seulement évidemment dans les provinces qui sont adhérentes à la francophonie. Alors ça vient de son tropisme personnel, hein. Je veux dire, lui il est bilingue évidemment depuis le départ, hein. Il a grandi à Montréal à côté de chez Robert Charlebois, il allait jouer quand il était gamin dans son jardin, puisque c'était son voisin, et puis sa femme est montréalaise, québécoise, francophone. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de cette émission de lancement des 24 heures chrono de l'International. C'est donc officiellement parti dans un instant. On parlera précisément de Dahlia en Chine. Restez sur le site mondissimo.com.